Alors on a voulu commencer par parler de propagande. Quand on parle de propagande pro-russe, de 1000 blogueurs, d'émissions de télé qui relaient souvent de fausses informations, on ne savait pas jusqu'à présent que tous les messages en question étaient en fait savamment produits par une seule et même structure. Magali, c'est ce qu'on pourrait appeler une sorte d'industrialisation de la propagande. Expliquez-nous. Oui, c'est assez vertigineux. C'est une enquête en fait menée par plusieurs médias indépendants russes, dont Medusa. L'entreprise dont on parle ici s'appelle Dialogue. En fait, alors je dis c'est entreprise, en fait, elle n'a pas cette appellation. En fait, c'est une ONG qui a été créée en 2019. Et son chef, c'est Sergueï Kirienko, le chef adjoint de l'administration présidentielle. Alors c'est un titre un peu redondant, un peu fourre-tout, mais en gros, c'est quelqu'un maintenant qui compte au Kremlin, qui est en train de monter. C'est lui, notamment, qui avait orchestré les annexions des 4 régions l'année dernière. Donc, cette ONG créée en 2019, au début, elle a un but, c'est de collecter des informations sur l'humeur de l'opinion publique russe. Mais très vite, en fait, elle a été détournée parce que dès 2020 arrive le Covid. Et donc, il a fallu diffuser des statistiques, des chiffres. Et il fallait mieux diffuser des statistiques conformes au Kremlin. Voilà, ça y est, je m'étouffe. Alors, je vais y aller. Je vais poursuivre. Il fallait publier des statistiques qui étaient plutôt conformes à ce que souhaitait le Kremlin, évidemment, pour sa diffusion d'informations. Et ensuite, donc, il y a la guerre en Ukraine. Ouais. Ça va aller ou pas? Normalement, oui. Grâce à Renault, ça devrait aller. Et quand la guerre en Ukraine éclate, les Russes s'aperçoivent que les Ukrainiens sont très forts dans ce qu'ils appellent la guerre d'information. Regardez, c'est un employé de Dialogue qui s'exprime. On s'est dit, du côté ukrainien, ils savent aussi se battre sur le front de la guerre, de l'information. Il faut donc que nous puissions faire de même. Le Kremlin réalise qu'Internet est bien plus puissant que n'importe quelle chaîne de télévision en termes d'influence. C'est là que la bataille doit se jouer. C'est là qu'il faut faire circuler les infos, notamment via les chaînes Telegram. Évidemment. Alors, comment elles naissent, ces fausses informations? Je parlais tout à l'heure de fabrique à fausses informations. Mais vous avez, le terme est parfait. En fait, ça se passe en brainstorming, tout simplement. C'est véridique, ce que je raconte. Une fausse information, elle est proposée en fait en réunion dans les bureaux de l'association à Moscou. Les employés en discutent entre eux. Ils sont à peu près une soixantaine. Alors, on va vous donner quelques exemples. Les soldats ukrainiens reçoivent des pilules qui augmentent l'agressivité. Bon, ça, c'est discuté entre les employés. Un autre va lancer l'idée, les militaires ukrainiens vendent leurs récompenses sur eBay. Autre proposition, en Ukraine, la mobilisation des femmes a commencé. Tout ça, c'est des idées qui ont été validées. Ça, j'invente pas. Donc ça, c'est comme une conférence de rédaction. Exactement. En disant, voilà, moi j'ai eu une idée pour dire, on va dire que, on leur donne des pilules pour augmenter l'agressivité. Et ensuite... donc, c'est brainstormé en disant oui, ça c'est pas mal, on va trouver les photos qui vont avec, on va trouver les faux témoignages qui vont avec. Et c'est proposé aux partenaires qui éventuellement font eux-mêmes quelques propositions. Et ensuite, l'info, ça y est, est lancée, elle est diffusée en masse avec photos donc trafiquées si besoin, faux témoignages si besoin. L'une des journalistes qui a enquêté sur ce système l'explique. Il y a une vidéo YouTube qui a été faite expressément sur cette enquête. Il s'agit de messages provenant de diverses chaînes Telegram, comptant des centaines de milliers d'abonnés. Les mêmes publications passent de public en public. Il est fort probable que vous ayez vous-même rencontré certains d'entre eux sur les réseaux sociaux. Toutes ces nouvelles ont quelque chose en commun. Elles sont toutes écrites selon les mêmes lignes directrices et ce sont toutes des faux fabriqués par la propagande russe. Et alors ensuite, Magali, une fois que ce faux est fabriqué, comme nous explique cette journaliste, l'info, elle est livrée clé en main par Dialogue au relais. Exactement. Et alors, qui sont ces relais? Il y a des espèces de partenariats, en fait. Bon, alors, c'est évidemment pas des contrats signés, mais ils travaillent ensemble. Il y a pas mal de 1000 blogueurs qui reçoivent cette info clé en main. Il y a aussi les grands propagandistes qu'on connaît très bien des grandes chaînes de télévision, notamment lui, Vladimir Soloviev. Et une fois que l'info est diffusée comme ça, bien évidemment, elle est relayée un peu partout, elle est reprise par pas mal de médias. Enfin, on disait qu'à l'origine, c'était une ONG. Il faut savoir qu'elle reçoit pas mal de fonds publics. Quand je dis pas mal, en fait, c'est beaucoup. Rien que cette année, elle a reçu 9 milliards de roubles de subventions, soit 87 millions d'euros. C'est bien plus que le budget annuel de la première chaîne de télévision d'État. C'est dire l'importance que lui accorde le Kremlin. Oui, merci. Et puis dire que ce Sergueï Kirienko, effectivement, il compte, parce que c'est lui qui préside, je suppose, la conférence de rédaction du matin, quasiment. Alors, en tout cas, il est à la tête de tout ça. Et en fait, il s'occupe de pas mal de choses. En fait, lui, il a compris. C'est lui qui a compris qu'Internet était bien plus important que les chaînes de télé. Évidemment. Donc, c'est lui qui a repris tout ça en main. C'est lui aussi. Alors, il faut savoir que Dialogue travaille aussi, je ne l'ai pas dit parce que j'ai pas, avec les professeurs. Dans les écoles? Exactement. La propagande passe aussi par ce canal de l'école.
Aglaé Haché-Chauvin, je vous voyais réagir. Vous connaissez parfaitement bien cette association. Maintenant, grâce à cette enquête, on le sait mieux. Ouais. Il faut quand même nuancer certaines choses. On sait qu'il collabore avec 400 professeurs. Et il y a 1 250 000 professeurs en Russie. Oui. C'est un nombre relatif, mais actif. Et surtout, les professeurs en Russie ont le rôle aussi dans les commissions d'élection, par exemple. C'est vraiment des leviers du pouvoir auprès de plus proches pour diffuser ces informations. Mais entre autres, j'aurais aussi souligné le rôle de dialogue, parce qu'il y a 2 dialogues. Dialogue central de Moscou qui existait, et en 2020, on a créé dialogue régional qui gère ce qu'on appelle les centres de management de région, où ils ont comme tâche le monitorage des réseaux sociaux pour voir les voix contestataires ou simplement les réclamations et les plaintes. Et ça montre que le pouvoir central se rend compte que la population n'est pas si unie, il ne soutient pas si fort le pouvoir central. Donc c'est une sorte de soupape qui permettent de faire échapper cet mécontentement. Et justement, l'enquête montre que les régions qui sont bombardées actuellement auprès du front ukrainien, les gens se plaignent et un des membres de Dialogue donc écrit, voilà, le ministère de la Défense s'emploie de toutes les forces à protéger la vie normale des citoyens. Point. Donc la réponse est donnée. On peut dire que c'est ça en fait. Il ne faut pas qu'il y ait un seul mécontentement pour désamorcer. C'est fait pour désamorcer au niveau local. Vera Grantseva, vous êtes avec nous. Merci. Vous aussi, vous êtes évidemment spécialiste de la Russie. Nous, ça nous semble totalement ahurissant, évidemment. Vous, ça vous surprend pas dans le fonctionnement de la Russie d'aujourd'hui? Non, pas du tout. C'est plutôt un élément complémentaire à ce qu'on connaît déjà sur le système de la propagande en Russie. On sait que le Kremlin était en train de construire ce système pendant des années. Par exemple, il y avait une sorte de répartition des rôles entre les adjoints de l'administration du président, entre Alexei Gromov, qui était responsable pour tout ce qui est la presse, tout ce qui est la télé, ce qu'ils appellent la presse traditionnelle, la presse classique. Et de l'autre côté, il y avait Sergei Kiriyenko, qui était nommé responsable pour le contrôle d'Internet. Et cette enquête nous révèle que cette ONG Dialogue a été créée et a été soutenue et financée par les structures de Kiriyenko, qui est encore une fois un fonctionnaire de très haut niveau, qui est responsable pour le contrôle d'Internet en Russie en général. Donc ce qu'on apprend ici, c'est assez classique, et d'ailleurs ça montre le vrai système, ce qui est la vraie propagande. Parce qu'en France, souvent on utilise ce mot, à mon avis, d'une façon assez élastique, mais en Russie, il y a un vrai système de la propagande d'État qui contrôle les médias, qui leur en fait inventent les tutoriels. Par exemple, ce que fait Alexei Gromov, celui qui est responsable pour la télévision. Tous les jeudis, il rassemble chez lui, au Kremlin, les chefs de rédaction des médias principaux, des chaînes télé, des journaux, etc. Et là-bas, il diffuse en fait les tutoriels, comment traiter chaque sujet qui est maintenant à l'agenda des médias. Ça fonctionne vraiment comme un système très centralisé, très hiérarchisé. Donc il y a des vrais messages, des vrais tutoriels qui sont diffusés parmi les propagandistes. Et à propos de fake que Dialogue répand, c'est pas nouveau non plus. On sait que la chaîne télé Arte répandait les mêmes sortes de fake, mais c'était juste à la télé. RT, pas Arte. Oui. On a une chaîne ici qui s'appelle Arte, donc la chaîne RT. Pardon, je précise parce que la sonorité est un peu. Oui, voilà, les sonorités. Pardonnez-moi, je voudrais juste demander à mes invités en plateau. Gallagher, on suppose que tout régime autocratique a érige la propagande en système étatique. Voilà, ce qui est incroyable là, c'est que c'est moderne, parce qu'on utilise les nouveaux médias. Et qu'on est dans un pays où il n'y a plus Twitter, il n'y a plus Facebook, il n'y a plus Instagram, on a Telegram, qui sert à diffuser les messages, mais voilà. Il y a Telegram, il y a VKontakte, et après, voilà. Il y a quand même, effectivement, et il y a également les canaux officiels que sont les télévisions dont on passe régulièrement des extraits.
faut comprendre que je pense une partie de l'establishment russe est un peu en situation de rattrapage. C'est pas le cas pour certains feux acteurs majeurs russes. Prigojine avait très bien compris, si vous voulez, la manière dont on pouvait instrumentaliser TikTok et d'autres médias de masse en ligne afin de diffuser des messages de manière ultra puissante au travers de comptes qui permettaient d'atteindre des millions, des centaines de millions de personnes. C'est à la fois un outil d'ingérence, donc pour aller modeler des opinions à l'étranger, et c'est un outil aussi de programmation des cerveaux à l'intérieur du pays où ils sont utilisés. C'est-à-dire que c'est un outil supplémentaire pour enfermer une population dans une bulle et distiller, si vous voulez, des idées. Donc il y a plusieurs étapes. Évidemment que la cerise sur le gâteau, c'est quand vous arrivez à convaincre les cibles. Mais avant cela, vous diffusez tout un tas de messages et la première des victoires, c'est quand vous semez la confusion, qui va se manifester sous la forme de questions. Où vous dites, ah bah tiens, si effectivement c'était possible que est-ce que les soldats ukrainiens prennent effectivement de l'OTAN et des Occidentaux placés à la tête d'un régime, etc. Tout à l'heure, il y a une phrase qui m'a fait réagir, qui a été citée par Magali. On te disait, les soldats ukrainiens sont drogués. Il faut comprendre comment ça fonctionne. Ça renvoie à quoi dans l'imaginaire collectif? Vous savez que ça n'est pas un secret qu'il y a eu une distribution massive de pilules d'amphétamine, pervétine et benzédrine, par les nazis, 35 millions dans les années 40, afin que leurs soldats ne dorment pas et soient pendant 48 heures plus aptes au combat que les soldats en face qui avaient besoin de se reposer. Donc il y a encore une fois ce travail qui est fait en amont pour aller chercher des éléments de langage et des idées qui vont de manière très insidieuse et pervers, encore une fois, semer le trouble, parfois réussir à convaincre, mais la plupart du temps, également semer la confusion et programmer les cerveaux. Et si ça peut, par la même occasion, faire le tour du monde, c'est pas plus mal. Et marcher notamment en Afrique, en Europe, aux États-Unis. Voilà, on pourrait s'en parler des heures. C'est vrai que c'est absolument passionnant.